Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette table ronde sur une question quand même assez essentielle. Quelle gestion pour nos forêts? Parce que les forêts, c'était le thème de cette édition 2022 du Salon Lire la Nature, ici à la Fondation François Sommer. Et donc, on est ravis de discuter de ce sujet, surtout que les forêts, ça nous concerne tous. Et comme ce sont des écosystèmes ouverts, au sein desquels il y a beaucoup de vie animale et humaine, avec beaucoup d'activités, ça sera intéressant de vous écouter pour voir comment faire au mieux pour probablement maintenir des forêts en bonne santé et résilientes. Donc merci beaucoup David Pierrard d'être là, responsable du domaine de Belleval. Donc vous nous direz ce qu'est le domaine de Belleval. Le domaine est l'école de Belleval, hein, c'est important, au sein de la Fondation François Sommer. Merci beaucoup Philippe Pudarieux d'être là pour le Parc national de forêt. Claire Novak pour l'Office national des forêts. Et alors Jacques Tassin, dans un profil un peu différent, chercheur au CIRAD, vous n'êtes pas gestionnaire de forêt, mais vous vous intéressez beaucoup à la façon dont les forêts s'interfacent avec nous et comment nous sommes nous-mêmes dépendants sûrement, mais en tout cas probablement surtout bénéficiaires de ces espaces naturels. Vous travaillez beaucoup à ce lien entre l'homme et le végétal et la nature d'une manière générale. Ça nous intéressera d'avoir votre regard sur pourquoi est-ce que finalement des forêts en bonne santé, c'est aussi important pour des hommes et des femmes en bonne santé. Et pourquoi ce lien, y compris physiologiquement, mais aussi psychologiquement et philosophiquement, est important. Peut-être pour démarrer avec vous, Philippe Pudarieux, pour nous expliquer un petit peu... peut-être en un mot votre parcours. J'ai pris quelques notes, mais vous êtes ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts. Vous êtes forestier de formation et économiste de l'environnement. Vous avez travaillé à l'ONF à une période, mais également à l'Institut national de recherche scientifique et technique pour l'environnement et l'agriculture. Et au sein de l'UICN, vous êtes particulièrement intéressé, et c'est probablement ce qui va aussi nous intéresser aujourd'hui, à cet objectif pour... finalement concilier activité économique ou humaine et biodiversité. Donc peut-être merci de nous dire un mot sur le parc national de forêt pour nous en refaire un portrait un peu rapide et puis nous apporter votre vision des choses pour voir comment ces espaces peuvent être aussi l'objet des espaces de bonne cohabitation bénéfique et résiliente. Et je crois on verra tout à l'heure quelques diapos sur le parc. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation et merci pour la présentation, tout à fait exacte d'ailleurs. En ce qui concerne le parc national de forêt, donc, c'est le plus récent des 11 parcs nationaux français. C'est un parc national qui est situé à cheval entre le département de la Haute-Marne et le département de la Côte-d'Or, donc à cheval sur deux régions administratives, hein, Bourgogne-Franche-Comté au sud, on va dire, et Grand Est au nord. C'est un territoire vaste, c'est un territoire qui fait aujourd'hui plus de 2000 km² si on considère les principales enveloppes du parc national, à savoir son aire d'adhésion et le cœur. Donc tout ça, ça fait 2000 km². Si on regarde exclusivement le cœur, c'est-à-dire la zone réglementée, c'est 566 km², un gros quart, on va dire, de l'ensemble du parc national. On a encore un potentiel pour grandir. C'est ce qu'on appelle l'aire optimale d'adhésion. L'aire optimale d'adhésion, c'est la superficie optimale, on va dire maximale, du territoire qui peut devenir parc national. Ça veut dire qu'il y a des communes qui aujourd'hui n'ont pas adhéré encore à la charte du parc national et qui peuvent le faire et qui donc viendront grossir cette superficie. Ça pourrait nous amener à 2500 km². Donc vous voyez, un vaste territoire. C'est un territoire, quand on regarde le cœur, qui est majoritairement forestier. 95% de cette superficie est forestière. C'est à l'intérieur de ces 95% de forêts, on va dire, en grande partie des forêts publiques. Et donc des forêts qui peuvent être domaniales, gérées par l'ONF, des forêts communales, qui sont des forêts donc, appartenant à des collectivités, mais qui sont également, pour bon nombre d'entre elles, gérées par l'ONF, et puis des forêts privées.
Ça, c'est déjà une particularité parce que les forêts sont à 75% du domaine privé en France, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est une spécificité qui est vraiment propre au parc national de forêt, ou c'est souvent le cas sur des parcs nationaux? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les 11 parcs nationaux français sont tous différents, et c'est une sorte de principe de création. L'idée, c'était, quand le parc national de forêt a été créé, c'était de créer un parc national dédié à la protection des forêts feuillues de plaine. Donc on a bien coché toutes les cases, hein, on est bien en plaine, on a bien des massifs forestiers, principalement feuillus. Donc ça, c'était l'objectif lié à la création de ce parc national. On parle aujourd'hui de créer un 12e parc national qui serait dédié au milieu humide. Donc vous voyez un autre type de milieu naturel. L'objectif, c'est d'avoir couvert via un réseau de parcs nationaux l'ensemble des grands types d'habitats, et qu'on puisse avoir une protection forte spécifique sur chacun de ces grands types d'habitats. Claire Novak, après j'en arriverai à vous justement pour parler un peu de ces typologies de territoire, pour nous expliquer un peu sur quel type de territoire vous travaillez. Mais pour rentrer plus directement sur la question de la gestion, ça m'intéressera, notamment à travers vous trois, de savoir, alors un peu pour les néophytes, quels sont les grands critères à bien avoir en tête pour faire ce qu'on pourrait appeler une bonne gestion d'un espace forestier. Première question. Et deuxième question, est-ce que ces critères ont évolué ou sont en train d'évoluer avec un certain nombre de circonstances que nous sommes en train de traverser? Alors, c'est quoi une bonne gestion d'une forêt aujourd'hui et comment les choses évoluent? Alors, si vous voulez, vous évoquiez tout à l'heure en introduction le fait que j'avais travaillé sur l'articulation entre conservation de la nature, protection et développement. Alors, c'est bien évidemment un sujet qui me concerne beaucoup et qui concerne le parc national de forêt. Juste pour vous donner une petite illustration, quand on regarde les pressions qui pèsent sur la biodiversité aujourd'hui à l'échelle mondiale, on a 3 pressions qui sont extrêmement fortes. Une pression qui est issue de l'agriculture, une pression qui est issue de l'exploitation forestière et une pression qui est issue de la chasse. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on prend le cas du parc national de forêt, y compris en cœur, en zone réglementée, ces 3 activités sont permises. C'est-à-dire qu'on a en cœur de parc national de forêt de l'agriculture, pas sur une grosse surface, mais c'est quand même le cas. On a de l'exploitation forestière qui est maintenue et on a de la chasse. Donc vous voyez qu'il y a un vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire cohabiter ces activités anthropiques qui potentiellement sont des pressions sur la biodiversité et de la conservation, de la protection forte de la biodiversité. Alors c'est le défi auquel on se confronte aujourd'hui. Et si on prend juste le focus aujourd'hui forestier, notre vocation, c'est, et on travaille avec l'ONF puisqu'on a un partenariat extrêmement étroit avec les collègues de l'Office, on travaille également avec un conseil scientifique, et l'idée c'est comment est-ce qu'on met en place, pour donner juste un concept, comment est-ce qu'on met en place une trame de naturalité en forêt. Donc cette trame de naturalité, elle va se traduire par un certain nombre d'objets. On a d'abord un premier objet qui est la non-intervention, la libre évolution forestière. Pour ça, on a créé, et c'est très récent, ça a été créé par décret du 10 décembre 2021, une réserve intégrale qui doit apparaître sur la carte, tout à fait en haut, la zone vert foncé. C'est un espace en forêt domaniale qui fait près de 3100 hectares d'un seul tenant, et l'objectif de cette réserve intégrale, c'est la libre évolution. Donc là, pas d'intervention anthropique. C'est vraiment le maximum de ce qu'on peut faire en matière de conservation. Comme un observatoire Alors exactement, ouais. Voilà, c'est ça, ça va devenir un observatoire. On va observer différents phénomènes, par exemple les effets du changement climatique sur les dynamiques à l'œuvre, les dynamiques forestières. On va regarder aussi les interactions entre la grande faune sauvage, notamment les grands ongulés, cerfs, chevreuils, sangliers, et les dynamiques forestières. Et puis, comment fonctionne la biodiversité? Est-ce qu'on a une augmentation du nombre d'espèces? Est-ce qu'on a des modifications des cortèges faunistiques, etc. Donc vous êtes à la fois en train de gérer des interactions entre des activités diverses et oui. Activités humaines diverses et variées, et aussi en train de mettre en place cette réserve intégrale qui sera laissée à sa libre évolution. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres équipes? Je ne suis pas clair si vous avez une réserve intégrale sur votre territoire. On a en Île-de-France plusieurs réserves biologiques intégrales et un grand nombre aussi de réserves biologiques dirigées, qui sont des réserves biologiques dans lesquelles l'homme continue à intervenir,
mais pour maintenir certains milieux qui sinon ne pourraient pas s'y maintenir. Par exemple, des landes et des milieux ouverts qui auraient, sous nos latitudes, naturellement tendance à revenir vers la forêt. On intervient pour les maintenir déboisés. Dans ce cas-là, c'est une gestion menée à objectif de conservation de ces milieux. Mais on a aussi des réserves biologiques intégrales. Les plus anciennes sont à Fontainebleau. C'est ce qu'on appelle les anciennes séries paysagères qui ont été créées à l'époque pour préserver un paysage particulier. Et la plus urbaine se situe en forêt de Verrières, à proximité des Hauts-de-Seine. Donc vraiment dans un massif extrêmement fréquenté où on a un petit, évidemment toute proportion gardée, un petit cœur de forêt préservé de toute activité humaine. Oui, parce que là, Philippe Puy-Darieux, je crois que 3100 presque hectares, c'est la plus grande réserve intégrale. Alors, on distingue ce qu'on appelle les réserves intégrales de cœur de parc national, comme celle-ci. On en a 4 en France. Celle-ci, c'est la plus vaste. Des réserves biologiques intégrales dont parle Claire Novak. On a également sur le territoire du parc national, notamment une réserve biologique intégrale, la réserve biologique intégrale du Bois des Roncés dans le sud du parc, sur le massif d'Auberive. On a d'autres espaces plus petits qu'on est en train de créer. C'est ce qu'on appelle des îlots de sénescence, c'est-à-dire des parcelles ou des morceaux de parcelles qu'on laisse en libre évolution. Et donc nos collègues de l'ONF, dans la rédaction des documents d'aménagement, donc des plans de gestion des massifs forestiers, réservent ces parcelles ou morceaux de parcelles en les laissant en libre évolution. Avec des objectifs particuliers liés à leur situation. Enfin, c'est pour observer certaines choses en particulier. Alors c'est plus que pour observer. Là, c'est pour créer une trame et donc d'avoir comme des pas japonais à l'échelle de l'ensemble du massif d'îlots qui permettront à des espèces de pouvoir trouver leur habitat spécifique et éventuellement de pouvoir se déplacer d'un pas japonais à l'autre. Quel type d'espèces Ça peut être des oiseaux, ça peut être des chiroptères. Enfin, là, sur nos massifs, on a des... Je pensais effectivement à des choses qui volent. Les chiroptères, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est des animaux, c'est des animaux qui vont chercher, comme vous le savez, donc ils se déplacent avec leur sonar. Et donc, ils ont besoin d'envoyer une onde, de la récupérer. Et en fait, quand ils se déplacent, ils ont besoin de repères. Et ils vont donc alors évidemment, on a presque une trentaine d'espèces sur le parc national. Elles sont toutes différentes. Elles sont plus petites, plus grandes, plus forestières, moins forestières. Elles se déplacent sur des distances plus ou moins longues. Et elles ont besoin bien souvent de se déplacer comme ça en se guidant sur des arbres. Et donc ces continuités écologiques où toutes ces trames doivent être créées pour leur permettre de se déplacer. Alors elles se déplacent par exemple pour chasser, mais pas uniquement. Hein. Ça peut être aussi pour passer d'un lieu et aller installer un gîter ailleurs. Voilà, donc ces trames dont on parle en urbanisme, on les retrouve aussi dans des espaces plus sauvages, entre guillemets. Nous, en tant qu'humains, on a besoin d'autoroutes pour se déplacer. Moi, ce matin, j'ai pris le train pour venir de Chaumont. Les animaux, ils ont besoin aussi de réseaux pour se déplacer. Et c'est ce qu'on essaye de maintenir. Parce qu'en fait, le gros problème, c'est qu'en fragmentant par nos installations, par notre ligne de train ou notre autoroute, on fragmente ces espaces. Et du coup, on coupe les voies de déplacement des animaux. Et c'est pas toujours évident parce qu'on pense facilement aux animaux qui se promènent comme nous sur leurs pattes et qui sont de notre dimension. Mais on pense pas nécessairement à ceux qui sont nocturnes et qui ont besoin, eux, non seulement d'une trame, je parlais des chauves-souris, d'un guide comme une rampe d'escalier, mais ils ont besoin aussi de ne pas être dérangés par la lumière. Donc on réfléchit également à maintenir des trames dites noires pour permettre à ces espèces de vivre dans de bonnes conditions. Il y a également les trames brunes aussi, pour les choses qui rampent sous terre. Voilà, voilà. On va vers. Alors on parle de trames vertes, de trames bleues, de trames brunes, de trames noires. Voilà. L'idée, c'est d'avoir des trames qui sont adaptées à chaque catégorie d'espèces. Et moi, ce que je demande à mes collègues aménagistes à l'ONF, quand ils ont besoin d'aménager les forêts, c'est-à-dire de rédiger les plans de gestion, je leur dis attention quand vous positionnez ces trames d'îlots de vieillissement, d'îlots de sénescence, on a différents types d'îlots suivant les objectifs, mais je leur dis réfléchissez leur positionnement par rapport à l'objectif. Vous travaillez au profit de quel groupe taxonomique, de quelles espèces, puisqu'en fait chaque espèce va avoir des besoins particuliers. Donc ce qui est important, c'est d'avoir à l'échelle de la forêt identifier donc les espèces qui sont présentes, quels sont leurs besoins. Comment est-ce qu'on peut aménager la forêt pour répondre à leurs besoins en matière de nidification, par exemple pour des oiseaux, ou de gîtes pour certaines espèces, en matière de déplacement. Donc comment est-ce qu'on gère les choses pour qu'elles puissent vivre, elles ont le droit de vivre, bien entendu,
Voilà. Je voudrais que Claire Novak et puis David Pierrard complètent sur cette idée de la définition de la bonne gestion d'un espace forestier aujourd'hui, et puis ensuite essayer de savoir si tout ça se passe au mieux, si ces objectifs de restauration finalement sont des objectifs partagés et consensuels. Je commence. Alors sur la bonne gestion, je pense que c'est finalement une définition assez simple et qui, dans son principe, n'a pas beaucoup changé à travers le temps. Le métier de gestionnaire forestier, en France, il est institué au XIVe siècle. Il y a une ordonnance qui nous crée. Et notre mission donnée par cette ordonnance, c'est de faire en sorte que les forêts françaises puissent toujours se soutenir en bon état. Pour ceux qui connaissent le terme français, développement durable, et sera traduction anglaise Sustainable Development, ça vient de la même chose. L'idée de base est très simple, c'est de dire la société est en relation avec la forêt. À toutes les époques, on a eu besoin d'aller chercher différentes choses dans la forêt. Ce qu'on va y chercher, ça peut changer. Il y a des moments où on a besoin d'aller y faire pâturer des cochons. Il y a des moments où on a besoin d'aller couper du bois pour se chauffer, chercher des plantes pour se nourrir ou pour se soigner, chercher du bois pour faire des bateaux. C'est pas tout à fait le même type de bois. Voilà. Donc les pressions, le type de pression peut changer à travers les époques. C'est normal parce que la société évolue et généralement elle évolue plus vite que la forêt. Et donc le rôle du forestier, c'est à partir du moment où on reconnaît qu'il y a cette relation de la société à la forêt, comment est-ce qu'on l'organise ? Comment est-ce qu'on joue le rôle de médiateur pour faire en sorte que la demande de la société, ce qu'elle prend à la forêt aujourd'hui, ne va pas dégrader la capacité de la forêt à se maintenir demain. À fournir ses ressources et en même temps... Et à en fournir d'autres qu'on ne connaît pas, pour des générations avec lesquelles on ne cohabitera pas, dont on ne connaîtra pas les modes de vie. Donc, faire en sorte de maintenir une forêt dans toutes ses fonctions, dans toutes ses facettes, pour qu'elle puisse à l'avenir continuer à fournir. Si vous me dites, vous parlez aussi de bénéfices écosystémiques dans l'ordonnance, là, Alors, quand même pas. J'essaierai de vous retrouver mais je pense pas quand même. Mais dans le principe, c'est très simple et ça a toujours été ça. C'est un principe de bonne responsabilité de dire qu'on fait pas de l'extraction. C'est-à-dire, on va pas chercher du minerai de fer, donc ouvrir un trou, creuser, il y en a plus, on s'en va. Ça, c'est de l'extraction. La différence entre l'extraction et la gestion, c'est que nous, on travaille un matériau qui doit pouvoir toujours se reconstituer. Donc ce qu'on prend doit être pris de façon à ce qu'on laisse suffisamment de capacité à l'écosystème à se régénérer dans le futur. D'accord. Alors, un mot de perception et puis de vécu sur l'évolution de cette pression sur cet écosystème forestier et comment continuer cette bonne gestion telle qu'elle a été définie historiquement avec un environnement et une pression et probablement la multiplication des écosystèmes économiques et humains intéressés par cette ressource. En Île-de-France, en tout cas, c'est sûr qu'on concentre 1/5 de la population du pays, avec beaucoup d'infrastructures routières, etc. Donc il y a une fragmentation écosystémique qui est très forte, il y a une concentration de la population qui est très forte, et donc oui, il y a une pression foncière, une pression de la fréquentation du public, qui sont très fortes sur ces écosystèmes-là. Ça ne veut pas nécessairement dire que la forêt d'Île-de-France aujourd'hui est moins utilisée que la forêt d'Île-de-France avant. Quand vous regardez sur des cartes postales anciennes, ne serait-ce qu'au tournant de la Seconde Guerre mondiale, on a eu des coupes de bois intenses pour chauffer Paris, reconstruire Paris. À l'hiver 1794, le comité de salut public a ordonné des coupes de bois qui étaient massives dans les forêts d'Île-de-France. Et quand vous remontez, vous voyez des paysages de landes, vous voyez des paysages complètement à nu. La forêt de Montmorency, qui est une magnifique châtaigneraie du Val d'Oise, jusqu'au tournant de la moitié du XXe siècle, elle était gérée de façon à faire des piquets pour la vigne, qui étaient sur les coteaux de la butte de Montmorency. C'est-à-dire que dès que les arbres atteignaient 5 cm de diamètre, on passait tout à ras. Ça n'a plus rien à voir avec la gestion qui est faite maintenant. Donc certes, il y a une pression qui est plus forte par certains moments, avec différents usages, plus de fréquentation, de loisirs, mais il y a aussi des modèles de gestion forestière qui ont évolué peut-être vers une moindre intensité ou vers une intensité très différente. Ouais, ça c'est intéressant parce que ça pourrait paraître contre-intuitif. Mais il y avait déjà une pression qui était forte à l'époque. Et d'ailleurs, la taille de la forêt française entre 1830 et aujourd'hui, elle a quasiment doublé, elle est passée de 9 à 17 à peu près, millions d'hectares. David, peut-être un mot sur votre définition aussi à vous de la gestion, en rappelant ce qu'est le parc et le domaine et l'école de Belleval. Ouais, moi, Et puis Jacques Tassin ensuite pour nous dire pourquoi on a aussi besoin de puiser un certain nombre de ressources dans cet écosystème. Donc
le domaine de Belleval est une forêt feuillue de 1000 hectares qui se situe dans les Ardennes françaises, juste près de la frontière belge, et qui a vocation à être un lieu de rencontre et d'échange en fait. Donc vous parliez d'école tout à l'heure, donc on a une école de chasse aussi, où on essaye autant que possible de sensibiliser les chasseurs aussi à l'écosystème, à la gestion forestière, parce que ce sont des acteurs aussi de l'écosystème forestier, donc il faut absolument qu'ils soient intégrés dans le dispositif, c'est important. Voilà, et donc un lieu d'échange et de rencontre entre les naturalistes, les chasseurs, les forestiers. Enfin, on est très ouvert et très très motivé à se rencontrer les gens, parce qu'on se rend compte que souvent les problèmes, c'est aussi un écosystème humain, c'est voilà, ça. ouais, les incompréhensions souvent sont importantes, et je pense que c'est bien de se parler, même si on peut avoir parfois des points de vue un petit peu différents sur l'approche notamment de la gestion forestière. Voilà. Après, en ce qui concerne ma vision de la gestion forestière, elle est assez pragmatique. En gros, rendre à la forêt pour ce qu'elle nous donne. Je pense qu'on n'est pas aujourd'hui, c'est inutile de redécrire tout ce que la forêt peut nous apporter sur le plan social, sur le plan des matériaux, etc. Donc je pense que c'est juste comment dire, de prendre ce qu'elle peut nous donner sans à aucun moment la mettre en péril, et faire en sorte de l'accompagner aussi dans la gestion au quotidien. Donc voilà, et en ayant une approche on va dire douce, hein, on vient de convertir en tout cas de la forêt de Belleval à la gestion en couvert continu. Donc d'avoir cette approche aussi écosystémique, et l'idée c'est de prendre les cerises sans couper l'arbre, c'est un petit peu l'idée, et d'intégrer vraiment cette notion d'écosystème, et avec tout ce que ça comprend, hein. J'ai entendu parler de biodiversité. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'on mesure et qu'on étudie dans le cadre de la gestion quotidienne de la forêt. On reviendra sur 2-3 grands sujets un peu médias grand public, on va dire. Est-ce que ça se passe bien sur le terrain entre ces différentes communautés? Comment expliquer qu'on peut couper des arbres tout en entretenant des forêts? Enfin, on va aborder 2-3 sujets un peu simples, mais importants comme ça, parce qu'on n'a pas tous vos compétences et vos actions de terrain bien en tête. Jacques Tassin, je disais tout à l'heure, vous êtes chercheur au CIRAD, vous êtes, je ne voudrais pas me tromper, écologue. Et j'ai noté quelque part une phrase, en tout cas je l'ai trouvée sur un site qui parle de vous. Vous dites que l'écologie nous convie à examiner comment les êtres vivants s'envisagent. Et donc ça m'intéresserait de savoir un petit peu 2 choses. Premièrement, pourquoi est-ce que la forêt est aussi une ressource pour notre bien-être et pas uniquement une ressource telle qu'on peut les avoir en tête? Et deuxièmement, parce que vous êtes aussi écrivain et un peu philosophe, qu'est-ce que la forêt d'aujourd'hui dit de nous? Oui, alors on change un petit peu de domaine, même si je commençais à me dire, tiens, si on me posait la question à moi, bien gérer. Alors allez-y, la bonne gestion, allez-y, je vous en prie. C'est aussi faire face aux changements en cours, changement dans la mesure où on envisage de nouvelles nécessités écologiques, les continuités, tout cela, il y a 30 ans, on en parlait à peine, quoi. Donc ça, c'est quand même du nouveau. Des nouvelles contraintes, alors évidemment, le changement climatique, même chose, quoi. Même si on en parlait, les forestiers ne pensaient pas... Enfin, nous, on se connaissait il y a 25 ans. Philippe Hudarieux était à l'ONF, moi j'étais au CIRAD en expérimentation forestière. On ne se projetait pas dans le changement climatique. Et puis il y a de nouvelles demandes, de nouveaux usages. Et il y a évidemment cette urbanisation croissante. Aujourd'hui, je ne connais pas les chiffres exacts, mais on doit être à 85% de la population, peut-être même plus, métropolitaine, qui vit en ville. Donc une demande... Oui, c'est 2 tiers de la population mondiale en 2050. Oui, c'est ça. Oui. Mais donc en France, là, dans le pays où nous vivons, il y a une demande très forte qui a été évaluée avec une enquête du ministère de la Transition écologique, il n'y a pas très longtemps, qui a demandé auprès de un peu moins de 5000 personnes si on leur parlait de nature, comment ils la formulaient. Et le mot premier qui sort, c'est arbre. Arbre et après forêt. Donc face à ce mode très contraint, de vie très contraint que représente le mode de vie urbain, la première demande qui
qui est indispensable de prendre en compte, hein, comme tout un tas d'autres facteurs, mais c'est un des facteurs, c'est le fait que les habitants français ont un besoin de se soustraire à leur mode de vie urbain, et pour eux, dans leur représentation mentale, mais aussi évidemment dans la réalité des choses, la première réponse qui s'offre à eux, parce que par chance aussi, il y a des forêts partout qui ont été maintenues et qui sont entretenues. Mais la première solution qui s'offre à eux, c'est aller en forêt. Alors aller en forêt, pourquoi ? Je n'ai pas la réponse. Évidemment, il y a plein de gens qui s'interrogent là-dessus. Il y en a qui parlent de biophilie, qui remontent à notre évolution, au fait que nous sommes des primates. Il y en a qui voient davantage des aspects plus physiologiques en évoquant les fameuses substances volatiles dont on s'aperçoit qu'elles peuvent nous faire du bien jusque dans notre immunité. Tout un tas d'éléments de ce type, et puis y compris psychologiques dans la gestion du stress, peut-être. C'est par là qu'il faudrait commencer d'ailleurs. Et là, à nouveau, on trouve cette opposition par rapport au mode de vie urbain qui est très stressant. Et c'est ce que disent toutes les personnes qui avaient été interrogées, c'est finalement la forêt, pour eux, c'est l'antithèse du mode de vie urbain. Donc une nouvelle demande à prendre en compte, et qui nécessite d'avoir des approches de plus en plus multifactorielles, complexes, ce qui est évidemment très difficile. Il faut apprendre, il faut des systèmes experts, il faut des analyses multivariées, etc. Et c'est difficile. Alors, merci beaucoup, Jacques. Je voudrais qu'on rebondisse sur deux aspects qui me paraissent importants dans ce que vous venez de rappeler. C'est que, premièrement, le métier de forestier est un métier de très long terme. Et pourtant, vous venez de dire, quand vous vous connaissiez avec Philippe Puydarieux il y a 20-25 ans, l'impact de ces changements climatiques, ce n'était pas forcément votre objet quotidien de réflexion. Et donc, comment est-ce que le métier de forestier intègre cette nouvelle donne ? Et deuxièmement, vous avez parlé d'urbanisation. L'urbanisation, ça crée, vous l'avez évoqué, cette forme de distanciation écologique. Et donc, comment créer de l'interface et du dialogue avec des gens qui sont de plus en plus éloignés de ces espèces naturelles que vous gérez ? Voilà, donc cette nouvelle donne du réchauffement climatique, est-ce que bien gérer une forêt aujourd'hui, c'est l'adapter au réchauffement climatique ? Et deuxièmement, comment discuter avec différentes parties prenantes qui, pour un bon nombre d'entre elles, se sont éloignées de ces espaces naturels, mais pour autant sont aussi en quête de ces espaces naturels. Donc veulent y accéder, mais ont probablement plein d'opinions, mais pas forcément des opinions très, très nourries de connaissances. Je vous en prie. Sur la question du changement climatique, effectivement, c'est quelque chose qui nous arrive... Qui fait partie de notre quotidien déjà. C'est pas dans le futur, le changement climatique en forêt. On a ce week-end des températures exceptionnelles, on a une situation de sécheresse. J'ai déjà des forêts qui commencent à brûler, à rembouiller là. Hier, il y a eu quelques hectares qui sont partis en fumée parce que la bruyère, la fougère, la molinie sont complètement sèches, et donc c'est très favorable à l'éclosion et à la propagation de feux de forêt qui ont été multipliés par 20 juste de mon territoire ces 2 dernières années. Donc qui se rapproche. Multiplié par 20 en départ de feu ? En termes de nombre de départs de feu, ouais. En surface ? En surface, à peu près la même chose, ouais. Ah oui. Donc oui, c'est le changement climatique est déjà là, c'est pas dans le futur. On a déjà eu un réchauffement d'à peu près 1 degré, encore une fois, sur mon territoire depuis 20 ans, sachant qu'avec un réchauffement de 2 degrés, on arrive encore à tenir la plupart des essences forestières qui sont présentes en Île-de-France, en particulier le chêne. Mais il y a un vrai point de bascule avec le scénario du GIEC à plus 4 degrés de réchauffement, où on voit très clairement que le chêne sessile, qui est une essence emblématique de nos forêts locales, n'est plus adapté à la majeure partie de la région francilienne en 2070. J'ai vu quelque part, vous observez, je crois, je ne voudrais pas dire de bêtises, l'arbre mort sur pied de moins de 5 ans. Ça, c'est quelque chose que vous observez en particulier. On a plusieurs observatoires, parce que le changement climatique, ça a des impacts sur toutes les composantes de l'écosystème. Et donc, on a plusieurs observatoires en fonction des phénomènes qu'on cherche à observer. On utilise le drone pour vérifier les départs de feu et les zones sèches à Fontainebleau. On utilise l'appui des satellites pour surveiller l'expansion d'une maladie qui décime les châtaigniers sur tout le quart nord-ouest de la France. Et pour les chênes, on a plusieurs grands massifs, donc par exemple Fontainebleau ou Saint-Germain-en-Laye, pour ceux qui connaissent ces grands massifs-là, qui sont suivis annuellement avec des arbres numérotés sur lesquels on revient tous les ans à la même période de l'année pour regarder
leur houppier, donc la partie aérienne de l'arbre, les branches, les feuilles, et regarder comment ils résistent aux situations de sécheresse, puisqu'on a connu des sécheresses très fortes en 2018, 2019 et 2020, où on voit depuis maintenant 10 ans un phénomène pernicieux de long terme, parce que le chêne, c'est un arbre qui lutte longtemps, mais qui est quand même bien présent de dégradation de l'état sanitaire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on constate, et on est dans le dur de ce phénomène. Pardon, c'est pas très réjouissant, mais comment meurt un chêne ? Ouh là là, c'est beau ce que vous demandez. Dignement. Dignement. Donc pas à part la tronçonneuse, vous voulez dire ? Oui. Bien sûr. Oui. Alors, un phénomène... Non, mais parce que voilà, vous parlez d'une forme d'érosion, mais c'est surtout en réaction aux sécheresses qui se répètent. Puisque un arbre, c'est une pompe. Il va chercher l'eau en bas et il la ressort par le haut en transpirant, en évacuant l'eau au fur et à mesure de sa croissance et de sa photosynthèse. À partir du moment où la sécheresse devient trop forte, on peut avoir des phénomènes dits d'embolie, où en fait les petits vaisseaux qui s'occupent des flux à l'intérieur de l'arbre viennent à sauter, à casser, et une ou plusieurs embolies, l'arbre peut tenir, mais avec la multiplication de ce nombre de phénomènes-là, on peut avoir des branches qui sèchent, des feuilles qui sèchent, et au fur et à mesure, un arbre qui patine, puisqu'il n'a plus de moteur en fait, pour continuer sa croissance, pour continuer sa photosynthèse. Alors, un arbre qui meurt, c'est là où il faut bien faire la distance entre l'homme et l'arbre, c'est jamais un problème pour la forêt. La maladie fait partie de l'écosystème, et la mort fait partie de l'écosystème, et David, je pense, le sait très bien, surtout pour la mort animale, mais pas que. Et on a besoin d'avoir des arbres morts en forêt. Et ça aussi, c'est quelque chose que le public, parfois, a du mal à comprendre. Nous avons besoin d'avoir des arbres morts en forêt. On n'a pas besoin de nettoyer une forêt. Ah non, c'est pas Versailles, c'est pas le jardin à la française. En tout cas, ça n'est plus ça, et ça ne doit plus l'être. Parce qu'on a besoin d'avoir un écosystème dans toutes ses composantes. Ouais. Exactement, voilà. Oui, alors, moi, il ne faut pas non plus qu'on soit... Est-ce qu'il y a des expérimentations à Belleval sur le réchauffement climatique ? Il n'y a pas des expérimentations. Je pense que d'abord, le réchauffement climatique, il nous met quand même face aux erreurs qu'on a pu commettre. On parlait, je crois, dans la séance d'avant, du scolyte. Bon, voilà, toute l'intensification, l'industrialisation qu'on a voulu faire en forêt, à produire. On est en train quand même de prendre la nature est en train de remettre un petit peu les choses à leur place. Donc je pense qu'il faut quand même être capable d'en tirer les conséquences. Et moi je suis plutôt confiant dans la capacité de la forêt à résilier. De toute façon, dans des temps courts, on ne va pas raser les forêts françaises pour y planter des séquoias. Ça me paraît complètement hallucinant de pouvoir penser ça. À nous, je pense au quotidien, enfin en tout cas c'est comme ça que moi je vois les choses, d'essayer d'accompagner au mieux cette forêt. Et un chêne, d'abord, il meurt parce que aussi des fois on n'a peut-être pas, nous, sylviculteurs, su l'accompagner. Donc aujourd'hui on fait nous tout un travail aussi de se dire il faut donner à ce chêne le maximum de résilience, et c'est un travail aussi à couper un peu de taillis pour recréer des feuillages d'ombrage, etc. Pour se dire il faut qu'on prépare au maximum cet arbre au changement climatique. Donc ça c'est un travail qui peut être fait maintenant, qu'on n'a peut-être d'ailleurs pas toujours fait dans les forêts. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui. Et puis bien évidemment tout doucement intégrer cette notion d'évolution, mais sans se précipiter. Enfin, je pense qu'on n'est pas de toute façon à l'échelle des forêts dans l'urgence, et je pense qu'il ne faut pas non plus paniquer, et moi j'ai envie d'avoir confiance. Donc soyons déjà pragmatiques, faisons ce que nous pouvons faire aujourd'hui avec on sait que la diversification des essences, peut-être que tout simplement des essences qu'on n'avait pas valorisées, qui sont déjà dans nos écosystèmes, parce qu'on a valorisé des essences à forte valeur ajoutée en termes de bois, et on pense aux chênes notamment. Donc voilà, et aujourd'hui il y a d'autres essences en forêt aujourd'hui qui sont déjà là, et à qui peut-être on peut aussi donner une meilleure place. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus... moi je ne suis pas... Jacques Tassin voulait réagir. À condition d'accompagner, d'observer. Effectivement, il ne s'agit pas d'être ni pessimiste ni fataliste. Avoir l'œil, parce qu'effectivement les embolies gazeuses, je pense que la plupart des gens ne le voient pas, et les forestiers le voient beaucoup mieux. et je pense Vous pouvez nous décrire c'est des branches mortes, mais il faut déjà parcourir les hauts pieds des branches yeux. Mortes, vous appelez ça des embolies gazeuses? Non, mais quand manifestement ça fait suite à une ou deux sécheresses. Et alors moi je viens de la région de Montpellier, je peux vous dire que les chênes verts se portent bien, mais les autres chênes, effectivement, sauf certains qui sont chênes kermès, ils s'en sortent encore mieux. Mais à tel point que les services forestiers ont mis une croix sur
l'idée de planter des chênes dans cette région. De toute façon, on sait, c'est ça la difficulté, qu'en 2050, dans la région de Montpellier, le climat sera à peu près le climat qui sévit actuellement au Maroc. Donc ça demande quand même de l'accompagnement, mais si possible un petit peu d'anticipation et puis apprendre de ce que l'on peut observer actuellement justement dans des pays qui sont dans des latitudes moindres. Et ça, c'est pas facile. Et la recherche ne sait pas le faire, quoi, en tant que telle, parce que quand on plante et puis on regarde ce qui se passe, finalement, on suit le temps réel, mais ça ne nous permet pas d'anticiper. Et donc, ça nécessite aussi des dispositifs d'observation, et puis de réactivité, et puis de partage, de rencontres qui restent à mettre en place. Parce qu'on parle de résilience, mais on ne sait pas trop non plus ce qu'on met derrière la résilience. Donc, derrière cela, il y a des dispositifs expérimentaux, mais aussi, je ne sais pas comment le dire, un peu sociaux aussi, de rencontres, d'expertise, qui restent aussi à mais imaginer. Cette anticipation, y compris avec des programmes de recherche, elle est quand même nécessaire parce que le métier du forestier, le geste du forestier impacte à 30, 40, 50 ans plus tard. Et donc, comme ces phénomènes sont relativement récents, c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure, Philippe Pudarieux, comment est-ce qu'on essaye d'anticiper cette adaptation au réchauffement climatique en agissant aujourd'hui, en se projetant sur ce que son acte d'aujourd'hui va impacter dans 50 ans? Est-ce que ça fait partie des nouvelles interrogations dans la gestion de la forêt aujourd'hui? Peut-être juste pour rebondir sur ce que disait Jacques Tassin tout à l'heure, il disait qu'on a travaillé ensemble il y a une vingtaine d'années. On ne se posait pas les mêmes questions à l'époque. En tout cas, il y avait un paramètre qui était très différent il y a une vingtaine d'années par rapport à aujourd'hui. C'était le degré d'incertitude. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, on avait le sentiment que finalement tout allait continuer de se passer un peu comme jusqu'à présent. Aujourd'hui, on a une certitude, c'est l'incertitude. C'est-à-dire, et qu'on va vers une augmentation, en plus avec une accélération de type exponentiel de ces incertitudes, ce qui signifie que les décisions de gestion aujourd'hui doivent tenir compte de ce très fort niveau d'incertitude. Et donc, a priori, soit on scénarise au moment où on va prendre la décision, on se dit voilà, on a plusieurs scénarios possibles et on les évalue. Et il faudrait qu'on intègre davantage de la mesure d'impact potentiel avant de prendre ces décisions. Parce que quand on regarde avec le rétroviseur ce qui s'est passé autrefois, il n'y a pas si longtemps que ça, 20, 40 ans, je vais prendre juste deux exemples. Il y en a un qui a été cité tout à l'heure dans la précédente conférence. 40 ans, plantation d'épicéa en plaine. L'épicéa, c'est plutôt un arbre qui est plutôt de montagne. On le plante en plaine. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Attaque de scolytes en masse. Nous, sur le parc national, on n'a pas beaucoup d'épicéa. Mais le petit pourcentage qu'on a, ils sont scolités les uns après les autres. Donc ça pose un premier sujet. Le deuxième exemple, c'est... ça m'est sorti de la tête. Je pense aussi au manque d'anticipation. Un autre exemple, c'est sur les plantations qui étaient à la mode il y a une vingtaine d'années. Moi, j'ai planté en début de ma carrière, j'ai planté des merisiers. Et à l'époque, c'était formidable parce qu'on me disait, des frênes. Moi, personnellement, pas mal de merisiers, jolie plantation avec du bourrage, un truc qui était plutôt sympathique. Et on faisait ça en se disant, ça va rapporter de l'argent. Aujourd'hui, ça ne se vend pas le merisier parce que c'est plus à la mode. Ce qui signifie que si on prend une décision pour le futur en se disant, économiquement, ça sera rentable, alors ça, c'est même pas la peine d'y penser. On n'a aucune visibilité sur ce que sera le marché du bois dans 20 ans, 30 ans et encore moins dans 100 ans. Donc ça, c'est pas un paramètre à prendre en compte. Il faut surtout regarder déjà ce que ça va coûter aujourd'hui et peut-être le risque que ce soit un échec. Et là, parce que la question se pose, par exemple, d'accompagner le changement climatique en disant on va anticiper les migrations des plantes. On va prendre des plantes du sud, on va les planter au nord, comme ça on est tranquille. Ça, c'est assez intuitif. Le souci, c'est que prendre une plante du sud, elle n'est pas indigène dans le nord. Nous, dans le parc national de forêt, si on vient nous planter des cèdres, par exemple, c'est des plateaux calcaires, on pourrait se dire le cèdre, il va pousser, on va prendre un cèdre de l'Atlas, il peut faire chaud, il n'y a pas de problème, ça va pousser. Sauf que on prend une plante qui est exotique, en plus c'est un résineux, on le déplace, c'est un petit peu comme si on greffait, c'est un peu comme une greffe sur un être humain. C'est quand même un peu compliqué. Tout à l'heure, dans la conférence, les deux experts qui étaient interviewés expliciter très clairement tout ce réseau qu'il y a dans le sol, un réseau de mycélium, de bactéries, virus, etc. Voilà.
toutes les symbioses qui existent, les mycorhizes, tout ça, c'est extrêmement important. Ce qui fait que si on plante quelque chose de complètement extérieur là-dedans, c'est un petit peu comme une greffe. Ça va être très compliqué de l'installer. Alors, si l'organisme forestier n'est pas prêt à recevoir le greffon... Et du coup, en fait, donc, en tout cas, nous, au Parc national de forêt, bon, c'est un peu un principe des aires protégées en France aujourd'hui, c'est de se dire, privilégions la naturalité, la libre évolution, et finalement la régénération naturelle, laissons faire les choses. Vous disiez que j'avais travaillé à l'UICN précédemment. J'ai effectivement travaillé avec Inger Andersen, précédente directrice générale de l'UICN. Elle avait une formule, elle disait « Conservation works ». La conservation, ça marche. Et effectivement, si on se base sur la nature, les solutions fondées sur la nature, ce qu'on sait, c'est que ça marche. Et donc, laissons les arbres faire, laissons la nature faire. On va avoir des petites pousses. Une petite plante, un petit arbre qui pousse comme ça tout seul, il va peut-être avoir du mal à sortir. Mais une fois qu'il est sorti, il sera beaucoup plus résistant qu'un plant qu'on aura ramené d'une pépinière et qu'on aura installé là. On a peut-être tous fait l'expérience dans notre jardin d'acheter une jolie plante chez un pépiniériste, de la planter dans notre jardin, et puis on se rend compte que ça ne marche pas si bien que ça. Pourquoi ? Parce que la plante, elle est nettement plus à l'aise dans la pépinière que dans notre jardin. C'est pareil, ça va être pareil pour la forêt. Claire Novak à l'ONF. Ouais, allez-y, Jacques Tassin, mais je voulais savoir si du côté de l'ONF, il y avait des grands programmes d'anticipation et de recherche en matière d'adaptation. Moi, je voulais réagir sur ce que disait Philippe Puydarieux, mais toujours sur l'anticipation. Pour laisser faire, ça veut dire qu'il faut que les conditions d'expression soient là. Donc, notamment, ça veut dire qu'il faut faire attention au sol. Enfin bon, c'est une banalité ou comment dire, des choses qu'on a tendance à critiquer, les services forestiers parce qu'ils abîment les sols. Bon, mais enfin, en tout cas, il faut garder cette expressivité des sols dans leur dimension biologique. Il faut aussi garder du potentiel semencier, parce qu'on dit, c'est vrai on dit volontiers la meilleure façon de laisser une forêt apparaître dans un endroit qu'on abandonne, c'est de ne rien faire, mais à condition qu'il y ait quand même des semences autour qui puissent se retrouver sur place. Et puis il peut y avoir aussi c'est là où c'est difficile, c'est qu'il peut y avoir des faux amis aussi, parce que si on laisse les très vieux arbres se reproduire, on risque d'introduire de l'adaptation génétique d'il y a 100 ans ou 200 ans, quoi. Et là, c'est raté. Il y a une étude récente sur les chênes, justement, d'Antoine Kremer, qui est à l'INRAE de Bordeaux, qui parle de fardeau génétique, justement. Voilà. Mais c'est de plus en plus compliqué, quoi. C'est ça qui est terrible, quoi. C'est qu'avant, on se disait, bah oui, si on laisse des très vieux arbres, bah c'est super, parce qu'on a de la force, enfin, je veux dire, dans nos représentations, quoi. Je veux dire, c'est la meilleure des choses. Et puis, il y a de la biodiversité, etc. Voilà, pour la faune cavernicole, etc. Mais c'est pas si simple. Et donc, il faut quand même anticiper les changements. Alors, évidemment, là, pour les techniques de plantation, on a planté à un stade élevé. C'est terrible parce qu'on le voit en réalité de plus en plus dans les milieux urbains, hein, dans les espaces verts, ça se fait de plus en plus. Et oui, et puis, alors ce qu'on peut apprendre aussi des forêts tropicales, puisque moi je viens d'un organisme où on travaille sur les forêts tropicales, et puis après je termine, parce que je vous ai pris la parole, parce qu'on s'aperçoit que ce sont les espèces à croissance la plus lente et à hauteur plutôt plus réduite qui s'en sortent le mieux, qui répondent le mieux au changement climatique. Ça veut dire qu'il faut aussi intégrer cela, quoi, que les plantes à croissance rapide ou qui deviennent de très grands arbres vont moins facilement affronter l'avenir. Voilà. Vous acquiescez là-dessus, Claire Novak. Et on a certaines essences ou certaines typologies d'arbres qui sont plus propices à l'adaptation ? Non, à ce stade-là, c'est trop compliqué de dire les arbres qui poussent vite ne tiennent pas et les arbres qui poussent longtemps tiennent. Ils répondent aussi à des moments du cycle forestier qui sont différents. Un endroit nu qui est recolonisé par le bouleau, certes, dans 80 ans, le bouleau, il ne sera plus là, parce qu'il aura été étouffé par des arbres à croissance beaucoup plus lente qui, entre-temps, lui auront pris cet espace. Mais il reste que dans les premiers stades, il a fourni une humidité atmosphérique qui aura aussi permis à d'autres essences ligneuses de s'installer. Donc toutes les composantes de l'écosystème sont importantes. Ça qui est compliqué, c'est qu'on ne peut pas dire on va se focaliser juste sur un compartiment. Donc je ne vais pas
juste planter du chêne pubescent parce qu'il est plus adapté au climat d'Île-de-France. Mais je ne peux pas non plus faire que de la régénération naturelle et m'abstraire totalement de la certitude absolue qui est qu'une partie de nos essences, demain, ne seront plus adaptées sur certains endroits. Donc on doit tenir compte de ces facteurs d'incertitude qui sont effectivement de plus en plus forts. Et donc pour moi, la réponse à ça, c'est vraiment une diversité et un écosystème dont toutes les composantes sont respectées. On ne peut plus se permettre de faire des choix trop tranchés. Plantation monospécifique, parier sur le merisier. Oui, ces choses-là ont été des erreurs historiques, c'est bien qu'on le reconnaisse et qu'on s'en écarte, effectivement. Alors, où toute la diversité est respectée, David Pierrat, on est à la Fondation François Sommer, Belval appartient à la Fondation François Sommer. Quel est le bon équilibre à trouver entre les grands gibiers et la faune et la flore, justement, dans la bonne gestion de la forêt? Parce que on a tous en tête que, évidemment, ce sont des écosystèmes biologiques où l'équilibre de la biodiversité est probablement un facteur de régulation et de conservation. Donc, comment on gère ce bon équilibre entre faune et flore à Belval, par exemple? Bah oui, il faut quand même pas, oui, parce que dans les quelques menaces qui pèsent aussi sur la forêt, il y a aussi la grande faune. Parce que dans plein de forêts françaises aujourd'hui, on est dans des situations où la pléthore de grands animaux peut aussi compromettre la régénération forestière, hein, simplement par la consommation que les grands animaux... Mettre une pression sur le... Ah oui, bien sûr, et c'est pour ça que je vous disais aujourd'hui, la chasse, elle fait partie des outils. Enfin, pour moi, aujourd'hui, la chasse est un outil de la bonne gestion de l'écosystème forestier. Et à un moment donné, on doit jouer ce rôle de maintenir une harmonie, en tout cas. Alors, bien évidemment, la grande faune sauvage, elle fait aussi partie de l'écosystème forestier. Mais comme il n'y a plus aujourd'hui le seul prédateur ou le seul régulateur aujourd'hui de la grande faune, ça reste l'homme, même si le loup revient, on n'est quand même pas au bout de nos peines. Donc on doit jouer ce rôle. Maintenant, c'est comment on le fait et pourquoi on le fait. Donc je pense qu'on est toujours, enfin nous, on promeut une gestion douce et adaptative. Donc voilà, donc on essaye de se donner les éléments, parce que la grande question qui reste quand on doit tuer des chevreuils, des cerfs et des sangliers en forêt, c'est combien on doit en enlever, quoi. Ça reste la question existentielle. Donc aujourd'hui, nous, on apprend en tout cas aux gens qui viennent à l'école de Belval à prendre ces décisions sur des faits objectifs, hein. Donc ça veut dire qu'on va... Il y a deux choses importantes pour moi, enfin en tout cas forestier et chasseur, c'est le bien se porter de la forêt et aussi le bien se porter de la grande faune. Donc c'est ça qu'on va chercher à mesurer. Donc on a aujourd'hui des protocoles ou des suivis qu'on va mettre en place sur la grande faune, notamment sur le taux de reproduction des animaux, sur le poids des jeunes animaux, etc. Donc de mesurer le bien se porter. Je parle volontairement de bien se porter et pas de bien-être. On a aussi des moyens de mesurer la capacité, les régénérations forestières, donc la pression des animaux mise sur la forêt, d'être capable d'estimer si elle est préjudiciable ou pas. Et à partir du moment où on a tous ces éléments, eh bien on va décider dans une forêt de prélever un certain nombre d'animaux pour que l'harmonie puisse se faire. Ça veut dire qu'on sait à peu près le bon équilibre, le nombre d'individus par type d'animaux, peu près. Alors on est incapable de savoir combien il y a d'animaux dans une forêt. Ouais. Donc c'est justement l'erreur qu'on a parfois commise d'essayer de les compter et de décider de combien il fallait en laisser. C'est le principe de la gestion adaptative. Je ne sais pas combien j'en ai en fait, et même encore que je sache combien j'en ai, je ne sais pas de toute façon combien il faut que j'en laisse pour que ça se passe bien. Okay. Donc en gros, à moi de mesurer le moment où il y en a trop. Donc quand on va pouvoir quantifier et estimer que la pression sur les régénérations ou sur la forêt empêche la bonne régénération de la forêt, ben on va décider qu'il y a trop d'animaux. C'est l'observation de la trop forte pression qui fait que... Oui, voilà. Je ne sais toujours pas combien j'en ai, mais là, à un moment donné, manifestement, il y en a trop pour le bon fonctionnement de la forêt. Donc on va adapter les prélèvements et augmenter les prélèvements jusqu'à ce que, entre guillemets, la forêt puisse garantir son renouvellement, quoi. Vous validez, Claire Nozac? Oui, je valide, parce qu'effectivement, la question, c'est pas combien il faut que j'en prenne, la question, c'est est-ce que ça pousse? Et si ça pousse pas, il faut que j'en prenne plus. Et voilà. Et en fait, ça, c'est un basculement philosophique qui s'opère de plus en plus dans la gestion forestière. C'est qu'on est dans des situations aujourd'hui où la planification a priori devient de plus en plus difficile. Notre ADN de forestier, ça a quand même longtemps été de dire voilà ce que je vais faire tous les ans, à chaque endroit, pendant 20 ans.
Et aujourd'hui, dans 20 ans, mais je ne sais pas à quoi ressemblera ma forêt. Donc de plus en plus, on bascule notre changement de vision vers des situations adaptatives où on va faire de l'évaluation a posteriori. Oui. Donc là, c'est pas rendez-vous dans 20 ans, je referai l'inventaire, on verra où on en est, puis je vous redirai dans quelle parcelle passer en 2037. Ça devient rendez-vous tous les 5 ans, tous les ans pour le gibier, tous les 5 ans pour certaines autres composantes de l'écosystème, tous les 10 ans pour la forêt, et remesurons certaines variables, toujours les mêmes, et évaluons l'impact que nos activités ont eu sur l'écosystème et de quelle façon il faut les faire varier pour retrouver une trajectoire. Vous avez le sentiment, et c'est une question aussi pour Philippe Pudarieux, que Jacques Tassin parlait de notre besoin de forêt, de notre amour de la forêt. On a plein de sondages. Nous aimons la forêt, nous aimons nous y rendre, etc. Quel est votre sentiment sur l'évolution de l'opinion sur vos métiers et notamment sur ce que vous venez de rappeler, c'est-à-dire ce besoin d'agir, de prélever pour conserver une forêt en bonne santé? Est-ce que vous sortez les rames pour faire la pédagogie de ça ou est-ce qu'au contraire, vous avez le sentiment qu'on comprend de plus en plus ce bon équilibre à trouver? Ah non, je pense qu'on comprend de moins en moins, clairement. De moins en moins. Le fait qu'aujourd'hui, 85% de la population à court terme vivra dans les villes, ça veut dire qu'on s'est coupé de regarder les conditions de production des ressources qui nous font vivre. Il y a une sorte de non-dit sur ce bois qui a été un arbre qui a été coupé, sur cette viande que vous mangez qui a été tuée. Voilà, on a mis ça très loin. Et la réaction qui est de dire « mais j'ai besoin d'aller faire ma promenade en forêt à proximité de Paris, et donc dans ces forêts-là, il ne faudrait pas couper d'arbres parce que ce sont des forêts où la fonction sociale est principale », c'est une réaction très dangereuse parce que ça veut dire qu'on repousse toujours plus loin les centres de production et qu'on les concentre avec un modèle anglo-saxon dont même les anglo-saxons reviennent, qui est de dire « il y a des lieux où on ne fait rien, il y a des lieux où on fait tout ». Alors que la foresterie française, depuis très longtemps, c'est d'essayer de concilier tout au même endroit, parce qu'on a quand même la chance d'avoir des forêts publiques qui sont des ateliers à ciel ouvert, que les gens visitent, ils peuvent nous demander des comptes. Et donc ça, c'est bien. Produire intensément de zones éloignées, c'est dangereux. C'est très dangereux, évidemment pour nos émissions de carbone, mais aussi parce que la société perd le contrôle sur cette fonction de production. C'est une déforestation qu'on ne voit pas, qu'on ne vit pas. C'est exactement ça, la déforestation importée ou ce genre de choses-là. Après aussi, à nous d'être bons aussi, parce que je pense qu'on a quand même aujourd'hui encore des pratiques parfois en forêt qui choquent qui posent question. Le non-initié, mais je comprends, mais moi-même ça me choque. Donc je pense qu'il y a aussi un vrai effort à faire. Quelques explications. Je pense notamment, on voit parfois, on a parlé, là il y a eu le cas du scolite qui a mis quand même en évidence les quelques erreurs qu'on avait faites avec quand même des parquets de coupe rase qui sont assez hallucinants. Mais bon, je vois encore ces pratiques aujourd'hui quand même dans des forêts où on n'en était pas là, dans des forêts feuillues, où on a encore ces pratiques qui sont quand même, je pense, très dur, très agressif pour l'écosystème forestier. Donc je pense qu'on a aussi, nous, ce rôle, et je pense que Belval c'est un peu la vocation qu'on donne à Belval, de dire, voilà, il y a aussi une façon d'exploiter la forêt, et je pense qu'on a aussi le devoir, les forestiers, d'être exemplaires. Parce que expliquer les choses aux gens, il y a des choses que je peux expliquer, mais il y a des choses que j'ai du mal que je ne peux pas expliquer, ou en tout cas que j'ai du mal à défendre. Voilà, donc il y a quand même toujours aussi, je pense que ce soit, d'ailleurs c'est aussi valable pour les chasseurs, une vraie remise en question aujourd'hui des méthodologies, parce qu'on est quand même parfois un petit peu brutal. J'avais même l'impression que ça s'accentuait. Enfin, je sais pas, c'est peut-être qu'une vue de ça, mais dans les traitements qu'on avait quand même. Non, dans les exploitations, dans les choses où moi je vois des choses aujourd'hui, mais comment c'est encore possible que des gens travaillent comme ça en 2021, quoi. Et c'est assez hallucinant j'ai pas l'impression qu'on ait encore tout bien compris, et qu'avant de parler de résilience, d'essence, on a quand même là déjà une urgence à... Philippe Pudarieux, vous êtes en interconnexion, en dialogue avec pas mal de parties prenantes. D'ailleurs, vous avez été, vos fonctions, vous avez été nommé par la ministre de la Transition écologique il y a un peu plus d'1 an, donc c'est une fonction aussi politique, dans le sens... dans le sens, d'abord, gestion du bien commun, et ensuite dans le sens du dialogue avec différentes parties prenantes. Comment vous sentez évoluer les choses ? Alors, c'est une bonne question. C'est effectivement un sujet central. C'est-à-dire que quand on est amené à gérer un parc national, comme celui-ci en particulier, il est quand même un peu différent, un peu atypique par rapport
par rapport aux premiers parcs nationaux qui ont été créés en France sous le régime de la loi à l'époque de 1960. Donc on était quand même sur des zones inhabitées, déjà très peu utilisées. Donc là, on est sur un autre type d'espace. Et effectivement, l'enjeu, c'est d'essayer c'est de travailler, vous l'avez dit très justement, c'est de travailler avec un objectif de privilégier, de travailler pour le bien commun. Donc on travaille pour l'intérêt du collectif. Et l'intérêt du collectif, c'est pas, on le dit quelquefois, la somme des intérêts individuels. Du coup, dans l'action qu'on mène à l'échelle du parc national, on est bien souvent amené à déplaire toujours à un acteur. C'est-à-dire que je peux être amené à un moment donné à avoir un petit désaccord avec l'ONF, je vais avoir un désaccord avec les chasseurs, je vais avoir un désaccord avec les agriculteurs. Le consensus absolu n'est pas toujours la bonne solution. Ben non, mais on ne l'obtient pas en fait. Donc on est amené à un moment donné à faire preuve de courage dans les décisions qu'on prend, en se disant aujourd'hui notre décision, si on veut aller vers l'intérêt général, ben, il faut que ça sera au détriment de tel acteur. Ça, c'est clair. Ensuite, c'est un autre qui prend, etc. Et quelquefois, je le dis sous forme de boutade, ça m'arrive de dire que j'ai pas d'amis parce qu'en fait, effectivement, vous aussi pardon. Non, mais non, mais c'est pour illustrer ce point. Voilà. Alors, est-ce que le désaccord il naît de l'exclusion ou pas parce que dans le concept de ces zones en libre évolution, ça veut dire que là, on sort des acteurs finalement du dispositif. Si j'ai compris, chasseurs, les forestiers. Et alors moi, très honnêtement, je trouve la démarche très intéressante, hein, mais ça peut pas être entre guillemets pour moi. Les forêts, on en a besoin, et c'est un concept qu'on ne peut pas multiplier et reproduire. Et je pense qu'au contraire, enfin, on a aussi des cas de réussite où il y a une gestion partagée, un vrai échange entre tous les acteurs pour la gestion, on va dire, sans exclure ou sans sanctuariser la forêt, où les gens arrivent à s'entendre, les chasseurs, les randonneurs, les forestiers. Si à un moment donné on arrive à se mettre autour de la table, à discuter, à faire comprendre que chacun a des intérêts, et il y a des endroits où ça se fait quand même, où la forêt est exploitée, où on chasse, où des gens se baladent, et où les choses semblent bien se passer, sans passer par l'exclusion et sans exclure personne. Et le modèle, je pense, le bon fonctionnement, il passera par cette non-exclusion et cette gestion partagée. Enfin, c'est mon sentiment a priori. Alors, je veux vous rassurer, hein, quand je vous dis, j'ai peut-être été un peu provocateur dans les termes que j'ai utilisés. On a un climat sur le territoire qui est apaisé aujourd'hui. On a bien entendu des lieux d'échange. On a notamment, on a une gouvernance à l'échelle du parc national qui est une gouvernance complexe, avec un conseil d'administration qui est une instance délibérative, qui est conseil d'administration auquel on a adjoint 2 instances consultatives, un conseil scientifique composé d'experts qui donne la voix des experts, un conseil économique, social et culturel qui donne la voix de la société civile, et on a ajouté une conférence des maires qui permet d'avoir le point de vue de l'ensemble des maires du territoire. Oui. Moi, je ne l'ai pas entendu comme une provocation. Non. Je veux bien un élément de réponse sur le fait que ces réserves intégrales ne sont pas l'alpha et l'oméga de la forêt de demain. Mais non, moi, je l'ai plutôt entendu comme le fait, c'est intéressant, que gérer ces espaces, gérer ces forêts, c'est aussi une affaire de direction et de décision. C'est-à-dire qu'il y a des structures qui sont décisionnaires et qui font de la direction de gestion d'espaces forestiers. Donc je l'ai plutôt entendu comme oui, parfois il faut prendre des décisions. Oui, et c'est plutôt bien. Des décisions et des co-décisions aussi, et des oui, co-directions. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a un processus d'écoute aussi bien des experts que de la société civile, et ensuite les décisions sont prises sur cette base-là. Par contre, je prendrai une ou deux questions. Peut-être juste la réserve intégrale, elle n'est pas l'alpha et l'oméga, c'est un territoire d'observation. Je pense qu'il est extrêmement important à ce titre, en tant que territoire d'observation. On a d'ailleurs une réserve biologique intégrale que j'évoquais tout à l'heure, dans laquelle on a certaines zones qui sont laissées en libre évolution depuis plus de 50 ans. Donc on a un référentiel, on a quelque chose qui nous sert de base d'observation, et je pense qu'on a besoin de faire de la mesure sur ces espaces en se disant quels sont les enseignements, quelles sont les leçons qu'on peut tirer pour peut-être des applications, alors pas généralisées, mais en tout cas des applications ponctuelles dans un certain nombre de cas de figure. Voilà, pour moi c'est ça, hein, c'est vraiment un laboratoire. On prend quelques questions. Monsieur. Moi, je suis propriétaire dans le
Je suis propriétaire dans le parc national de Forêt et c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi. C'est un héritage que j'ai eu. Mais avec le parc, ça devient beaucoup plus intéressant. Par contre, ce que je constate, c'est la difficulté d'avoir un bon dialogue et des chiffres avec les chasseurs. On voit, j'ai assisté, là ça fait à peu près 3 années que j'assiste aux commissions locales de chasse, et on voit clairement que d'abord les chiffres ne sont pas partagés, sont conservés par les fédérations des chasseurs, et aussi on voit qu'il y a des choses, par exemple dans cette région, il y a dans la forêt domaniale, on a imposé, il y a une difficulté générale à réaliser les plans de chasse de chevreuil, qui sont très importants pour que la forêt puisse conserver sa diversité d'essence, pour notamment que le hêtre ne domine pas. Ce qui est important pour le changement climatique. Dans la forêt domaniale, les chasses ont imposé parfois certaines obligations de réalisation du plan, mais en fait les chasseurs simplement reportent leur bague des chasses qui ne sont pas concernées par la forêt domaniale, et tout le monde le sait. Mais ce qui me semblerait intéressant, c'est comment faire pour avoir un outil de dialogue à quelque chose qui est entre deux régions, donc avec des fédérations différentes, entre des départements et des fédérations différentes, avec des politiques différentes. Et est-ce que, par exemple, la Fondation pourrait aider nos chasseurs à chasser mieux pour l'avenir de notre forêt? Chasser mieux, David. Mais oui, on travaille au quotidien pour ça. Alors, on travaille beaucoup sur les problématiques des équilibres forêt-gibier, voilà, au travers de formations, etc. Donc c'est assez symptomatique ce que vous dites, mais vous n'êtes pas tout seul. Je ne sais pas si ça doit vous rassurer ou pas, mais c'est justement le travail qu'on fait. Alors, bon, d'abord, pour préciser, on ne représente pas les fédérations de chasseurs. Donc la Fondation est dans le système une entité indépendante qui forme les chasseurs aussi. Et bien évidemment, nous, c'est le travail qu'on fait au quotidien, justement, dans nos formations. Pour les chasseurs, on intègre un petit module forestier. Et c'est d'abord l'éveil des consciences. On dit toujours qu'on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Donc il faut d'abord expliquer aux gens une forêt. Il faut reprendre tout à zéro des fois. Donc quand on reçoit les chasseurs, c'est rappeler c'est quoi une forêt, à quoi ça sert. Ne pas oublier tout ça, de l'importance que ça revêt, et de bien leur faire comprendre et de les mettre en responsabilité par rapport à ça. Et je pense qu'une fois qu'on a fait ça, on a déclenché le petit truc qui fait que effectivement, une fois qu'ils sont responsabilisés, ils vont y aller, quoi. On a eu sur certaines forêts des cas où ça fonctionne, où les chasseurs ont compris et voilà, et ça fonctionne bien. Mais tant qu'il n'y a pas eu ce petit éveil des consciences, le chasseur il peut raisonner juste à sa petite échelle et de se dire il ne veut pas tuer trop de chevreuils pour être sûr d'en avoir toujours à chasser. C'est ce que j'appelle la gestion au doigt mouillé. Et on sait que ça ne marche pas. Donc d'essayer d'initier d'abord cette responsabiliser les gens, leur faire prendre conscience des choses. Et comme les chasseurs sont a priori pas plus idiots que les autres, ils comprennent les enjeux et bien évidemment ils sont heureux et s'investissent dans le bon fonctionnement des choses. Et voilà. Et après on essaye de leur donner les outils techniques pour avancer. Mais malheureusement, on n'a pas encore traité tous les chasseurs de France et on sait qu'il y a encore du travail pour que les choses se passent bien. Sur le dialogue et le partage d'informations, peut-être des réactions. Nous, à l'échelle du parc national, effectivement, comme je disais, donc, il est à cheval sur 2 régions, 2 départements, donc on a affaire à 2 fédérations départementales des chasseurs. On a un dialogue qui existe avec les 2 fédérations, je pense plutôt un dialogue assez sain et constructif. En termes d'échange de données, je pense qu'il y a des progrès à faire, effectivement, mais c'est des choses sur lesquelles on travaille, en tout cas nous à notre niveau.
Après, je ne suis pas sûr que ces échanges de données permettront une diffusion large, effectivement. Mais en tout cas, oui, il y a des progrès qui sont en cours, et on a vocation à créer à l'échelle du parc national un observatoire synégétique qui sera donc co-animé par l'équipe technique du parc national, le conseil scientifique du parc et les deux fédérations départementales des chasseurs. Donc il y a bien l'objectif de construire un lieu d'échange et de dialogue. Et d'ailleurs, je ne sais pas à quelles données vous faisiez allusion d'ailleurs. C'est quoi les données que vous souhaitiez ? La réalisation sur tous les plans et essayer par exemple, actuellement dans le parc, il n'y a qu'un seul observatoire de la consommation, par exemple, qui est autour d'Auberive. Il faut au minimum qu'on ait ça sur tous les massifs. On peut pas pas discuter vraiment avec les chasseurs si on n'a pas vraiment une vision des dégâts en dehors des dégâts que les chasseurs payent. Actuellement, les chasseurs payent pour le sanglier et ils viennent me disent voilà, il y a 3 ans, on payait 2 500 €, là, on payait 10 000 €, il faut que vous me fassiez une réduction. Ok, je comprends, il y a un problème, mais moi j'ai besoin d'avoir... il faut qu'au niveau de l'ensemble des massifs, on puisse savoir ce qui se passe. De toute façon, on a un petit retour d'expérience sur toutes ces problématiques d'équilibre forêt-gibier. On travaille même à l'école avec le Bois Landry qui est là, à la formation, à la promotion d'un guide sur les équilibres forêt-gibier. Et bien évidemment, mais tout ça, ça passera par... d'abord, oui, à l'échelle du chevreuil, ça passera par le dialogue. En fait, on règle toujours les problèmes, a priori, sur le terrain, les bottes aux pieds. Voilà, sinon, on ne sait jamais de quoi on parle. Donc ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Si vous avez des problèmes, il faut aller avec les chasseurs, il faut aller dans les parcelles en régénération, et il faut toujours savoir de quoi on parle, quoi. Parce que nul n'est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Donc à un moment donné, on a aujourd'hui des protocoles où on fait des mesures de dégâts dans des parcelles de régénération avec des protocoles très précis et qui met le chasseur devant l'évidence. Voilà, aujourd'hui, cette régénération, elle est abrutie à 40%, c'est pas viable. Donc maintenant, on fait quoi ? Donc soit vous êtes aujourd'hui l'empêcheur tourné en rond et vous empêchez cette forêt de se renouveler normalement, soit maintenant vous ne pouvez pas dire je ne savais pas, et à vous de mettre en place les choses qu'il faut. C'est une bonne méthode de gestion, ça, tout de même. C'est quand même intéressant et efficace. Merci beaucoup. On va prendre peut-être une ou deux dernières questions et clôturer pour ne pas terminer trop tard. Oui. Je peux me permettre d'intervenir compte tenu de ce que David vient de dire, Bertrand Montuir, Bois Landry. Et ce qui est marrant aussi d'ailleurs, c'est que ce guide dont tu viens de parler, c'est que la première vertu, c'est que les gens se parlent et se rencontrent et se connaissent. Et souvent, l'équilibre, c'est peut-être pas forcément, comme vous l'avez évoqué, le problème de la chasse. Très souvent, moi, ça fait 2 ans que je vais sur des territoires où on nous appelle pour faire des fiches, faire des inventaires et tout. Quand on voit, et ça renvoie à ce que tu évoquais tout à l'heure, certaines pratiques sylvicoles, peut-être aussi que les sylviculteurs et gestionnaires de forêt se remettent en question, quoi. Donc l'équilibre, le déséquilibre, c'est pas forcément qu'un problème de chasse. Et ça, je trouve ça intéressant parce que forcément, quand on y va, et j'ai souvent on va sur le terrain, c'est un protocole, c'est une procédure qui a été mise en place dans le cadre de Reforest au niveau région centre et développée en Eure-et-Loire. On y va avec l'administration, la fédération et moi en tant que représentant des propriétaires forestiers. Et ce qui n'est pas souvent le technicien du grand gibier du département, c'est que je ne dis pas toujours que les chasseurs font n'importe quoi. On dit, ah bah oui, mais quand même, c'est possible. Bah oui, j'ai aussi des yeux pour regarder ce que font bien ou mal les sylviculteurs. Donc cette problématique-là, il ne faut pas toujours se dire que l'équilibre, c'est le problème de la chasse. Oui. Voilà. Donc le dialogue, c'est avec toutes les parties prenantes. Et toutes les parties prenantes prêtes à dialoguer, y compris les sylviculteurs, les forestiers. Eh bien, écoutez, je vous propose que sur cette optique du dialogue pour la bonne gestion et la pérennité et la résilience de nos écosystèmes forestiers, nous en arrêtions là pour ce soir. Merci beaucoup pour votre participation. Merci à vous. Et longue vie aux forêts françaises. Merci beaucoup.